Bonjour Émile Passemard Bonjour l'œil de la e-santé. et bienvenue donc dans ce spécial Santé Expo. Vous travaillez donc à la délégation numérique en santé, donc du ministère de la Santé et de l'Accès aux soins. Et on va parler d'un sujet qui n'est pas encore d'actualité, même si je pense que vous allez me dire le contraire, avec le règlement relatif à l'espace européen des données de santé, qui est un sujet qui devient de plus en plus central. C'est le sujet qu'on veut évoquer avec vous dans l'œil de l'expert pour nous partager auprès de tous les acteurs de l'écosystème qui sont réunis aujourd'hui à Santé Expo. Quels sont les enjeux, quels sont les défis de ce nouveau règlement? Merci beaucoup. Donc moi, je suis Émilie Passemard, je suis responsable du pôle affaires réglementaires et européennes à la délégation numérique en santé. Et à ce titre, nous, la DNS, on a la délicate mission d'appliquer ce règlement européen en France. Cette application, elle va en effet soulever de nombreux défis, mais elle va aussi ouvrir de très belles opportunités, à la fois pour les industriels, pour les entreprises du numérique en santé, pour les professionnels de santé, pour les patients eux-mêmes aussi, ce règlement vient finalement encourager le partage de la donnée à l'échelle européenne, créer une sorte de marché européen de la donnée, tout en prévoyant beaucoup de garanties et un cadre sécurisé pour ce faire. L'autre question que je voulais vous poser, c'est que forcément, on parle d'un cadre européen, mais il y a aussi beaucoup d'acteurs français ici à Santé Expo. Comment se situe la France par rapport à ce nouveau règlement? Alors, la France se met en ordre de marche pour appliquer ce règlement-là. Elle a été moteur dans les négociations, hein. On a vraiment porté beaucoup de sujets qu'on retrouve dans le règlement et qui sont des sujets qui nous sont familiers. Évidemment, ça s'inscrit à l'échelle européenne de 27 États membres, mais on a, nous, une place privilégiée parce que la délégation au numérique en santé co-préside le réseau européen des délégations des DNS européennes, on peut dire ça comme ça. C'est Ella Gariani qui le co-préside avec la Commission européenne. Et donc, on est vraiment aux premières loges pour discuter de concrètement les défis, les enjeux à l'échelle des 27. Et donc, pour pouvoir décliner au mieux et faire aussi remonter au mieux les besoins et les intérêts de la France. Pourquoi c'est important d'aller à la rencontre de ces acteurs? Je crois que vous avez rencontré également des patients, des problèmes de santé. Quel bilan vous retenez de toutes ces rencontres? Alors en effet, on attend de ces rencontres qu'on a organisées ici à Santexpo, finalement, une concertation, un débat, des discussions sur les défis et les arbitrages qu'on va devoir faire, nous, la France, pour appliquer ce règlement, parce que ce règlement, il fixe des cadres et des grandes règles générales, mais il laisse aussi à la France beaucoup de marge de manœuvre. Et donc, nous, ce qu'on attend, c'est que les acteurs de l'écosystème, vous l'avez dit, les établissements de santé, les professionnels, les patients, les entreprises, eh bien, nous fassent part de leurs préoccupations, de leurs questions, parce qu'ils en ont aussi, et que nous puissions, nous, porter à l'échelle du gouvernement cette voie-là pour transposer en quelque sorte ce règlement de la meilleure manière qui soit pour l'ensemble de l'écosystème de la e-santé en France. On passe devant l'agence du numérique en santé avec lequel, bien sûr, vous collaborez au quotidien. Je crois que ce sujet, on va le voir ici à Santé Expo, mais également dans les prochains événements, notamment à IMS Europe qui aura lieu à Paris au mois de juin et dans les prochains événements. Merci Émilie pour cet échange et bien sur ce nouveau règlement. Et à très bientôt dans l'œil de la e-santé. Merci l'œil de la e-santé. Le règlement européen des données de santé, EEDS, apporte véritablement des changements structurants, peut-être aussi de façon aussi importante que ce qu'on a vécu avec le règlement REACH en 2006, RGPD en 2016 ou même 2017 avec la fin des frais de roaming. Il y a deux grandes promesses du règlement européen. La première, c'est renforcer le droit des citoyens européens sur les données de santé, avec tout un tas de droits qui sont vraiment garantis sur l'accès aux données de santé, sur la transmission, sur la protection de ces données de santé pour les citoyens européens, aussi un encadrement de la consultation de ces données de santé par les professionnels de santé, afin de faciliter et de fluidifier la circulation de ces informations dans le respect des droits des citoyens. Poser les bases d'un marché du numérique en santé qui garantira la souveraineté européenne. Et donc, avec ça, on a des prémices de l'interopérabilité, comment on va fluidifier la circulation des données de santé à travers l'Europe de façon sécurisée, de qualité,
comment on va mettre en place des jalons de régulation du marché des systèmes d'information de dossiers médicaux électroniques, avec des autorités de surveillance, avec tout un parcours à la fois souple pour les éditeurs, mais à la fois sécurisant pour les États et les citoyens. Le règlement a été publié, est entré en vigueur il y a à peine quelques semaines, et on s'aperçoit qu'il se passe quelque chose d'assez enthousiasmant et assez incroyable. C'est que l'ensemble de l'écosystème prend progressivement conscience de sa portée, de ses enjeux, et on a une dynamique à travers la concertation que la DNS a lancée qui est très positive. En témoigne le nombre très conséquent de contributions dans la concertation en ligne, de la participation et l'engagement des citoyens qu'on a mis ensemble et qu'on a fait travailler pendant des week-ends entiers pour sortir des préconisations. Et puis on le voit là dans les ateliers de ce matin ici à Santexpo. Ça nous a permis notamment de nous rendre compte de tout ce que le règlement dit et tout ce que le règlement ne dit pas. Et il reste des marges, des espaces de travail sur lesquels on va co-construire avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème, qu'ils soient des acteurs de soins ou des acteurs des entreprises du numérique en santé. On voit notamment une question apparaître sur la répartition de qui va porter la charge de cette transformation entre les industriels et les acteurs publics, le besoin d'accompagner, le besoin de clarifier qu'est-ce qu'un DME, comment ce DME va s'articuler avec les autres éléments de réglementation comme le marquage CE sur les DM in vitro. Donc tout un tas de débats et de sujets assez passionnants sur lesquels on va devoir travailler en profondeur, dans le détail, dans les 2 prochaines années. À court terme, on a tout d'abord un projet de loi à préparer pour l'automne, dans lequel on va devoir un peu transcrire dans le droit national un certain nombre de premiers éléments de la réglementation, notamment sur la gouvernance en particulier. On va devoir également prendre au niveau national des arbitrages sur l'urbanisation globale des décisions du règlement et en matière de gouvernance également. À moyen terme, on doit, sur les 2 prochaines années, travailler sur le mode de la co-construction avec l'ensemble des acteurs, aussi bien les acteurs de l'industrie du numérique en santé que les acteurs de soins, pour travailler finement dans ce qu'on appelle la trentaine d'actes d'exécution que la Commission européenne va devoir prendre d'ici 2027 pour s'assurer que les promesses du règlement EEDS soient bien tenues. La France est particulièrement bien outillée et bien avancée. À la DNS, on est convaincu qu'on peut faire de ce règlement vraiment une réussite, aussi bien pour les citoyens européens, pour l'ancrage des principes défendus par la France à l'échelle européenne. Il reste encore à continuer à poursuivre cette mobilisation sur les 2 prochaines années. Et à long terme, on aura un nouveau paysage qui va se dessiner progressivement sur la dizaine d'années à venir, où on va transformer en profondeur le numérique en santé, non seulement en France, mais à l'échelle de l'Europe. Le règlement est un véritable changement de paradigme par rapport à l'accès à ces données de santé. Déjà, il faut concevoir que c'est un spectre beaucoup plus large. Les données de santé ne sont pas uniquement les données de santé à caractère personnel, mais touchent l'ensemble des données qui peuvent impacter de près ou de loin les santé des individus et notre système de soins, notre système de santé au sens large. Toutes les données doivent pouvoir être mises à disposition d'un utilisateur des données pour des usages qui sont autorisés et notamment pour des enjeux de santé publique, de recherche publique et d'amélioration des soins et de la santé des individus. D'abord, il y a un impact sur les détenteurs de données de santé qui devront pouvoir mettre à disposition des utilisateurs leurs données sur des demandes. Bien sûr, ces impacts s'accompagnent de droits, mais également d'autres avantages pour ces utilisateurs. Ils sont protégés, il y a des dispositions qui permettent de protéger les activités de ces détenteurs, mais ils doivent en échange pouvoir les mettre à disposition d'un utilisateur. Et puis de l'autre côté, pour les utilisateurs de données de santé, c'est un vivier absolument incroyable de données qui sont accessibles et qui permettent de travailler sur des projets de recherche, sur l'optimisation locale au niveau national
de notre offre de soins ou sur donc le pilotage de nos systèmes de santé. Les questions principales que se pose l'écosystème dans ce qu'on entend, c'est d'abord le système de gouvernance français, savoir comment tout ça va être gouverné, comment va être opéré le règlement et de savoir quels vont être les rôles de chaque acteur. Également, ils ont des inquiétudes tout à fait légitimes sur la simplicité de ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est pas une usine à gaz encore nationale ou un millefeuille à la française comme on en a trop souvent l'habitude. On veut vraiment utiliser ce règlement comme une opportunité pour simplifier les process, simplifier la vie de l'ensemble des parties prenantes, des détenteurs comme des utilisateurs et également des patients et des citoyens qui peuvent mettre à disposition leurs données. Ils ont évidemment un droit de refuser de mettre à disposition ces données pour un usage secondaire, mais dans le cas où ils l'acceptent, il faut que l'ensemble de leur démarche soit fluide, soit simple et également qu'ils soient correctement informés des implications de l'exercice de leurs droits. Alors bien sûr, la concertation n'est pas complètement terminée, mais au stade où on en est, ce qu'on voit, un enseignement important qu'on a, c'est que tous les acteurs sont extrêmement impliqués. Certes, il y a des inquiétudes, ils voient également les opportunités et ils ont des questions assez précises parfois sur les rôles qu'ils peuvent avoir dans cette gouvernance, dans cette installation et au niveau opérationnel. Un peu à savoir pour certains à quelle sauce ils vont être mangés, si j'ose dire. Et surtout de voir comment on peut dans ce process effectivement rendre les choses plus fluides, plus simples pour améliorer la santé de tous. L'écosystème a beaucoup de préoccupations et beaucoup de questions sur les sujets de gouvernance, mais certaines nous ont paru nécessaires de creuser davantage finalement. Et donc on a choisi 2 thèmes qui sont comment articuler les missions du détenteur de données de confiance qu'on pourra désigner nous les Français, nous en France, avec les missions de l'organisme responsable de l'accès aux données, parce que ça nous paraissait être un point important à clarifier davantage. Et deuxième sujet de débat sur lequel on a souhaité focaliser l'atelier, le sujet de la sécurisation et de la localisation des données pour une utilisation secondaire. Alors cette concertation publique, on l'a mise en ligne il y a quelques semaines maintenant, elle est encore en ligne jusqu'au 30 mai, donc on est en train de recevoir des concertations. Ce matin, l'atelier a été l'occasion de creuser un petit peu et de voir les retours un peu en direct des interlocuteurs de l'écosystème, et ça c'était vraiment très intéressant. Ce qu'on constate, c'est que globalement, les inquiétudes ou les questionnements se rejoignent, même si au final, sur les conclusions, les interlocuteurs sont pas forcément d'accord. Mais grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que aussi bien les acteurs du soin, les établissements de santé, les professionnels de santé, que les industriels et les entreprises du numérique en santé, eh bien finalement, se sont surtout appropriés le sujet du règlement. Et ça, c'est vraiment l'enseignement qu'on en tire, parce qu'on a déjà reçu plus de 80 concertations, ce qui est beaucoup, alors qu'on n'est qu'au milieu du chemin. Et donc, on est vraiment hyper heureux de voir que l'écosystème s'empare du sujet et le voit arriver et se dit, tiens, voyons comment on va pouvoir l'appliquer demain. C'est vraiment ça qu'on voulait lors de ces ateliers. Alors, les prochaines étapes pour parvenir à régler ces problèmes de gouvernance à l'échelle nationale, eh bien, ce sont des fiches thématiques qu'on va finaliser en tenant compte des retours de concertation et notamment des retours qu'on a eu ce matin lors des ateliers. Ces fiches thématiques, ce sera des fiches d'arbitrage qu'on proposera bien sûr à l'arbitrage politique à l'échelle nationale et on va rendre compte des arbitrages qu'on aura pu obtenir, on l'espère, lors du Conseil du numérique en santé le 24 juin prochain. Et en parallèle de ça, et après le 24 juin, parce que tout ne s'arrête pas au 24 juin, eh bien, on a un groupe de travail du Conseil du numérique en santé qui va se mettre en place pour creuser et élaborer, travailler davantage sur tel ou tel sujet en fonction des attentes de l'écosystème.
Les impacts de l'espace européen des données de santé pour la PHP, mais comme pour tous les autres établissements, vont porter sur les différents axes qui portent sur la gouvernance et notre rôle en tant que détenteur de données ou détenteur de données de confiance, notre articulation avec l'organisme régulateur en charge de l'accès aux données. Ça va aussi revoir un certain nombre d'exigences sur l'interopérabilité dans le cadre notamment de l'usage primaire des données de santé. Et sur l'usage secondaire des données de santé, ça va réinterroger aussi notre façon de travailler, ça va nous faire évoluer, puisque aujourd'hui, il y a un certain nombre d'exigences qui sont portées notamment sur les redevances et sur des délais. Et aujourd'hui, on doit pouvoir se mettre en capacité de rentrer dans une phase un peu plus d'industrialisation de notre offre de services. Et l'espace européen des données de santé va nous permettre de grandir sur ces sujets-là. Il y a encore beaucoup de travail devant nous. Pour pouvoir répondre aux nouvelles exigences du règlement, on a quand même une chance, c'est qu'en France, on avait quand même déjà un niveau d'exigence assez élevé en matière de politique de sécurité, de souveraineté, RGPD. Nous avons plusieurs référentiels, que ce soit pour l'usage secondaire en particulier, mais aussi des normes qui concernent l'usage primaire des données. Et donc aujourd'hui, pour qu'un établissement fonctionne, il faut qu'il réponde déjà à ces exigences-là. Et donc on a collectivement un niveau de maturité qui fait que au fil de l'eau, on s'adapte pour se mettre en conformité avec un référentiel, par exemple le référentiel de la CNIL, mais potentiellement avec d'autres référentiels comme le référentiel de sécurité du SNDS. Donc la trajectoire, c'est une trajectoire qui a déjà été engagée et qui va se poursuivre dans le cadre de l'espace européen des données de santé. Les ateliers de la DNS ont eu un grand mérite, c'est de pouvoir réunir le temps d'une matinée des intervenants qui venaient de mondes et d'horizons très différents, des industriels, des structures académiques, des établissements de santé, des personnalités avec des avocats aussi. Et on s'est aperçu au gré des échanges qu'il y avait quand même une convergence à la fois sur nos positions, sur quelles devaient être effectivement les exigences pour être un détenteur de données de confiance. Et puis, on s'est aussi aperçu au fil de l'eau qu'on se posait toujours des mêmes questions et que finalement, le débat restait ouvert sur des questions à trancher pour être en capacité de faire des propositions à la Commission européenne et derrière de pouvoir transcrire en droit français et en application un certain nombre de réglementations. Donc, les échanges ont été positifs, ont été structurants. L'avenir nous dira dans quelle mesure on doit être rassuré, mais c'était une très belle initiative ce matin. Au niveau des défis purement techniques, il y a l'adoption du format d'interopérabilité européen basé sur HL7 Fire. Et c'est un défi parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de CDA, on est très avancé là-dessus. Et donc, du coup, il y a un transfert qui s'annonce entre CDA et Fire. Et ça, c'est un vrai défi. Et les discussions sont en cours sur ces sujets-là. Ensuite, je dirais qu'il y a l'interopérabilité sémantique. Interopérabilité sémantique avec des référentiels qui ont été sélectionnés au niveau européen, comme la SNOMED, l'OINC. Et en France, on n'utilisait pas encore tous. Et on a plutôt des référentiels de type SIM10. Donc ça aussi, il y a des défis importants ici et les discussions ont commencé. Après, il y a aussi toute la thématique autour du marquage CE et là, des systèmes de DME. Et là, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'un système de DME, quels sont ceux qui sont dans le scope, quels sont ceux qui n'y sont pas. Et ça, c'est aussi, il y a eu des discussions très riches ce matin sur ce sujet. On ne peut pas dire que ce soit extrêmement précis pour le moment, parce qu'on démarre juste le travail. C'est un travail qui sera long, c'est un long chemin. Mais cela étant, le fait d'être dans une dynamique de groupe de travail, avec des concertations, de s'ouvrir à la discussion avec des acteurs très variés, qui sont à la fois des éditeurs de logiciels, mais aussi des acteurs du soin, de la sphère ambulatoire, de la sphère hospitalière, etc. Donc ça donne des débats relativement riches. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de thématiques qui se dégagent
et avec lesquels on va pouvoir alimenter nos débats internes au sein de la FEMA. Il y a la partie qui concerne les timings de déploiement, la roadmap de déploiement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous mobilise beaucoup parce que on a déjà des plannings qui sont très contraints, notamment avec le Ségur. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose et qu'on va débattre certainement, c'est comment combiner tout ça de manière à ce qu'on puisse faire des réalisations concrètes qui soient bonnes aussi pour nos clients. Est-ce que tout ce travail et toutes ces deadlines, est-ce que c'est soutenable finalement en termes de charge de travail? Ça, c'est en fait ce qui se dégage le plus en réalité, au-delà des challenges techniques qu'on a déjà évoqués. La problématique qui est plutôt du domaine organisationnel, qui est la problématique de la timeline, est vraiment une thématique clé. Donc ça, je dirais qu'on n'a pas forcément toutes les discussions claires et nettes. Aujourd'hui, ça vient juste de commencer, hein. Mais par contre, on a déjà quelques idées sur comment animer les débats en interne de la FEMA pour essayer d'exprimer une position cohérente et alimenter le travail de la DNS. Et puis après, il y a tout le travail de préparation qui a été réalisé aussi dans le cadre du groupe de travail avec les 15 fiches thématiques. Et ces 15 fiches thématiques, elles donnent un cadrage des différentes zones de vigilance et de travail. Et donc, on va rentrer dans Donc ça c'est une matière qu'on va aussi pouvoir utiliser du côté FEMA pour embarquer nos membres dans des discussions, ou nous-mêmes dans des discussions internes au sein de la fédération, déjà pour acculturer l'ensemble des membres à ce qui est en train de se passer, ce qui a démarré, les plannings qui sont impliqués, et puis les types déjà de défis qu'on a commencé à identifier. Voilà ce qu'on en retient en fait. Ce règlement est une véritable opportunité pour nous tous. Il y a beaucoup de questions, j'entends, de nouveaux scénarios qui émergent. C'est l'objet de ces échanges ensemble. Et on doit garder le cap. Et ce règlement est vraiment une opportunité pour fluidifier les échanges de données pour l'usage primaire, pour l'usage secondaire. Et on va tous ensemble vers un marché européen du numérique en santé où la France garde sa place de leader et consolide son positionnement. Donc merci à tous et on compte sur vous pour la suite. Et rendez-vous au Conseil du numérique en santé en juin.